Donc voilà. Je vous mets ici, donc moi c'est basé vraiment sur mon expérience, c'est ce qui fonctionne. Si vous avez des questions vraiment sur mes taux de conversion, vous me les posez, je vais pas vous mentir, je vous répondrai. Voilà comment moi je fonctionne. Tout de suite, mon plan pour convaincre. Je sais pas qui a un micro, est-ce que c'est possible de désactiver vos micros? Je suis désolée, ça fait du bruit. Je suis désolée. En fait, pardon. C'est pas grave. Bon bah c'est pas grave. Tu peux peut-être me l'enlever? Non, je préfère pas parce que je vais tout quitter, t'inquiète, c'est pas grave. Alors, mon plan pour convaincre, c'est de préparer. Donc, en fonction, moi, je vais vraiment pas parler de l'amorce. Comment est-ce que vous allez avoir le premier contact avec le prospect? Ça, c'est pas le sujet. Donc, on part dans l'idée que vous avez déjà été contacté par un prospect ou un ancien client ou un client qui souhaite faire une nouvelle prestation avec vous. Donc, moi, ce que je prépare, c'est une réponse donc à mon client ou à mon prospect. Je vais vous expliquer pourquoi je réponds par une proposition commerciale plutôt qu'un devis. Comment je crée ma proposition commerciale, donc le contenant. Comment je crée ma proposition commerciale au niveau du contenu, donc qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans. Et ensuite, comment je la vends à mon prospect. Donc ça, c'est ma façon de faire quand je reçois une demande de prestation. Donc la première chose que je fais, dans tous les cas, c'est que je rappelle mon client. Chaque chose là que je vous ai notée, je vais revenir dessus après en détail. Donc je rappelle mon client pour parler de sa demande. J'éclaircis des points, je parle des livrables, du budget, de la deadline. Je prépare ma proposition commerciale et le devis qui l'accompagne si je suis en mesure de faire un devis tout de suite, ce qui n'est pas toujours le cas suivant les demandes du client. Je l'envoie et je demande à la soutenir de préférence, plutôt que de l'envoyer tout simplement et d'attendre le retour du contact. Je préfère demander à ce qu'on puisse échanger sur la proposition. Et ensuite, je le rappelle par la suite pour pouvoir avoir un peu son état d'esprit par rapport à la proposition. Alors, par rapport à la réponse. Pourquoi est-ce que je ne fais pas un simple devis et pourquoi d'expérience maintenant je ne fais plus un simple devis? Je ne fais plus de devis parce que pour un prospect, je trouve que ça manque vraiment de détails. Un devis, on voit tous comment c'est une ligne, un prix en face, on va pas du tout pouvoir rentrer dans du détail. Ensuite, par rapport à un devis, sur un devis, justement, vous n'aurez aucune visibilité sur vos compétences, sur vos atouts, et on part du principe que la plupart du temps, quand un prospect nous demande un devis, ou un client même, il y a de très grandes chances qu'il demande la même chose à un concurrent, et ce serait quand même dommage de pas mettre d'avoir toutes les cartes en main pour lui répondre mieux que l'autre. Alors moi, j'aime bien être dans les challenges, donc si je peux faire mieux que les autres, je vais le faire. C'est mon côté un peu comme ça. Dans un devis, vous ne pourrez pas noter de détails sur vos actions, vous n'allez pas pouvoir apporter de conseils supplémentaires au prospect, ce qui est un peu dommage. Et comme j'en parlais juste avant, je vous marque être comparé justement. Même si on n'aime pas être comparé, moi j'ai le cas sur c'est pas tant des appels d'offres, mais c'est des devis où je travaille avec des institutions. Et ils sont obligés de demander 3 devis. En tout cas, 3 devis. Et par rapport aux 2 autres devis, j'aimerais bien pouvoir être comparé justement, c'est-à-dire comparé pour la même chose. On n'est pas sûr sur un devis qu'on fournisse la même chose que le concurrent, par exemple. On peut très bien... les gens vont surtout, en général, malheureusement se baser sur un prix, mais pour le même prix ou pour un prix différent, on ne fait pas forcément la même chose, justement. Donc, la proposition commerciale vous permettra de pouvoir être plus clair sur ce que vous allez faire et en tout cas, à votre prospect de comparer au plus juste ou en tout cas, vous d'expliquer au prospect de regarder les 2 ou les 3 offres et d'être sûr que dans tous les cas, il achète la même chose. Ensuite, ça vous permet de proposer une réponse complète, donc comme on voyait juste avant, de rentrer dans le détail dans vos prestations. Moi, je vous montrerai une proposition commerciale que je fais pour un client. Alors, elle est vierge, mais en tout cas, j'ai laissé les grands titres pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Donc, ça me permet de rentrer en détail dans mes prestations. Et si on a besoin, alors comme c'est souvent mon cas, je sais pas trop, quand j'étais plus dans tout ce qui était communication visuelle,
Direction artistique, mes interventions étaient plutôt très claires, donc j'avais pas besoin de beaucoup rentrer en détail. Maintenant, comme je fais beaucoup plus d'accompagnement et d'intervention sur du long terme, j'ai besoin de détailler ce que je fais. Parce que les gens vont acheter plus de l'expertise que du livrable. Donc j'ai beaucoup de devis à tiroir. Et dans ma prestation commerciale, je peux rentrer dans le détail et laisser ça au choix de la personne. Donc comme je vous le note, au début c'est un peu long à faire. Si vous n'avez pas du tout de proposition commerciale déjà, c'est long à faire, mais après moi j'utilise, c'est un template que je me suis fait. Après j'ai plus qu'à remplir et à changer les noms du client, changer le contenu selon la méthode. Donc ça, je pense que ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de s'en faire un, même si ça va prendre, je sais pas, on va dire l'équivalent d'une journée de travail. Ça vaut le coup au final. Donc, dans quel cas moi j'en fais une, parce que j'en fais pas forcément toujours. Si quelqu'un me demande une intervention sur une identité visuelle, par exemple, comme ça m'arrive encore d'en faire, je vais pas faire de proposition commerciale. Parce que comme j'aurai une ligne de vie, je pourrais rentrer un peu en détail dedans et après j'appelle mon client pour en parler. Mais dans le cadre d'une prestation complexe, comme je vous ai dit, un accompagnement sur du long terme ou alors plutôt de l'expertise où on va pas se trouver à temps avec des livrables, ou en tout cas ce sera difficile à quantifier, là je fais systématiquement une proposition commerciale. Et quand j'ai plusieurs produits aussi, pour éviter de surcharger les devis qui deviennent illisibles ou en tout cas trop complexes, ou même moi j'ai pas envie de les lire, donc je me dis que je vais pas faire ça à mon client. Alors, elle me sert. Pourquoi aussi, stratégiquement, il y a un intérêt à faire ça. Elle me sert au tout début, donc comme je vous disais avant, quand je reçois une demande de prestation ou de devis, systématiquement, j'appelle toujours la personne. Tout le temps. Même si sa demande est claire, même si j'ai pas besoin d'éclaircissement ni rien, je le fais systématiquement parce que ça permet déjà de me présenter et d'échanger déjà et même de gratter des petites infos en plus qu'on n'aurait pas eu dans l'écrit. Donc pour moi c'est primordial et je le fais à chaque fois. Et pour un retour que je peux vous donner qui est du vécu, j'ai déjà eu une mission parce que je suis la seule à avoir appelé le client, enfin le prospect à l'époque. Je suis la seule à avoir pris mon téléphone et à demander des détails et à discuter avec eux. Pour eux, ça a joué dans la balance et au final, ils avaient déjà l'impression d'avoir établi une relation de confiance. Donc comme je marque, établir un premier contact, identifier le ou les décideurs. Celui qui vous écrit n'est pas forcément celui qui va valider la prestation. C'est l'occasion de demander qui est en charge et éventuellement de demander à soutenir sa proposition commerciale avec lui, si vous en avez la possibilité et voilà, si c'est faisable. Donc comme je vous disais, vous présenter et la relation de confiance qui est, à mon sens, quand on est indépendant, hyper importante. Moi, je capitalise beaucoup là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Quand tu dis que tu reçois une demande, tu les reçois par quel biais? C'est pas de la prospection directe, du coup, c'est des recommandations, des partenariats? C'est un mail, c'est quelqu'un qui me contacte, soit vous avez travaillé avec telle entreprise, j'ai eu vos coordonnées, ou alors effectivement une demande de mission, ça peut être sur LinkedIn. Tout de suite, okay. Ouais, tout de suite je demande est-ce qu'on peut se contacter par téléphone. Ouais. Donc on peut aussi préciser des attentes. Dans leurs demandes, tout n'est pas toujours clair. Enfin, moi je reçois vraiment de tout et rien. Des fois, j'ai juste besoin de refaire mon site. Bon, alors là, je suis bien avancée, ça va pas me servir à grand chose. Là, il va y avoir énormément de choses à voir. Par les budgets, parce que souvent c'est pas toujours inclus dedans. Et moi, je préfère parler tout de suite du budget pour être sûr que je vais pas monter une proposition commerciale pour rien. Si le client me dit j'ai 1000 € pour mon site, j'en discute avec lui, je vois si ces 1000 € qu'il se dit c'est parce qu'il pense que c'est 1000 € et qu'il trouve que c'est suffisant, ou alors est-ce qu'il a pas connaissance de ce métier-là et à ce compte-là il a un peu sous-estimé. J'ai eu le cas récemment avec quelqu'un là avec qui je signe, qui m'a rempli un brief. Donc moi quand j'ai des demandes de devis, je fais des briefs pour échanger avec eux avant, pour avoir des réponses écrites et que ce soit très très factuel.
Et je note, avez-vous un budget pour la partie de votre site internet? Et le budget était de 800 à 1200 euros. Donc après, je l'ai rappelé pour parler de ses réponses au brief. Je lui ai dit, voilà, pour la partie budget, je vous cache pas que ça rentre pas du tout... moi, je pourrais pas répondre dans ce budget-là. Je fais, est-ce que vous voulez quand même que je vous fasse ma proposition? Il m'a dit oui. Donc je lui ai monté ma proposition. Alors le budget, c'est un peu trois fois ce qu'il m'a donné, pour pas vous le cacher. Et quand il a lu la proposition commerciale, on a échangé après, et son retour il m'a dit au téléphone, voilà, je pensais pas qu'il y avait autant de boulot dans la conception d'un site. Effectivement, il y a un taf énorme que vous devez faire, je comprends mieux le budget. Voilà. Et là, je lui ai demandé, alors ça le fait ou ça le fait pas? Il m'a dit si, ça va le faire. Voilà. Mais souvent, les gens se rendent pas compte du travail. Donc la proposition commerciale va vraiment servir à montrer ce que vous allez vraiment faire. Et moi, je suis d'avis à montrer aux gens ce pourquoi ils vont payer. Enfin, je trouve ça normal. Confirmer des délais aussi. On peut souvent avoir des demandes, ou alors là, j'ai eu le cas encore. J'en profite parce que j'ai plein d'exemples tout récents. J'ai eu le cas de quelqu'un qui m'a appelé, qui voulait un site livré pour début mai, donc il m'a appelé début avril. Je lui ai dit non, ça va pas être possible. Par contre, est-ce que vous êtes prêt à ce que je vous fasse une proposition et que je vous explique comment je travaille? Ou alors la date est inchangeable et à ce compte-là, je préfère même pas me positionner. Il m'a dit si, va pour la proposition commerciale. Elle était signée le lendemain matin, je l'avais envoyée à 20h. Donc, je lui ai expliqué ce que je faisais. Je lui ai dit que je ne m'engageais pas sur le délai, clairement. Moi, je m'engage sur aucun délai dans mes devis. C'est trop contractuel. J'ai pas envie de leur devoir des pénalités ou je sais pas quoi. Et en fait, ça dépend trop de leur retour et de quand est-ce qu'ils vont me fournir les éléments. Pour moi, si je suis pas seule dans un taf, je ne m'engage pas sur une deadline. Mais justement, dans ta proposition commerciale, est-ce que tu notes les contributions attendues de la part du client? Je le note, ouais, là, quand on est plus dans la phase devis, où là, il me dit la propos commerciale, elle est OK. Moi, des fois, je rajoute dans le devis un rétro-planning dans lequel je note pas quand est-ce que je vais faire les choses, mais la durée que me prennent les choses. Et par rapport à cette durée, je note par exemple en rose ma partie où je dis là, moi je fais la partie benchmark. Ici, j'ai besoin de tel livrable de votre part et en fait je le colore en bleu et je mets, si c'est moi je mets Mathilde, si c'est lui je mets client et en fait il sait à quel moment il doit intervenir. Et si moi je dis à telle date, quand j'en suis là, j'ai besoin d'avoir tous les textes, tous les visuels, ça l'engage aussi. Enfin, je veux dire, si j'ai pas ça, moi je réponds plus de rien et si on se retrouve à décaler, j'essaie qu'on n'en arrive pas là en général. Parce que on perd tout un peu le timing qui est en place et surtout on a d'autres clients donc j'ai pas envie de tout décaler. Donc les délais, suivant le boulot qu'on fait et l'expertise qu'on propose, moi j'ai rarement des délais qui se sont retrouvés en mode hyper fixe et inchangeable. À partir du moment où j'explique aux gens les choses et la valeur ajoutée de ce que je propose, les délais sont plus ou moins déplaçables. Donc après c'est à voir avec quel type de client aussi. Hein. Je dis pas que c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, mettre en avant vos atouts, on l'a déjà vu, votre valeur ajoutée, votre expertise, surtout vous allez pouvoir prendre un petit peu de place dans la proposition commerciale pour montrer ce que vous faites et pourquoi en gros la personne a plutôt intérêt à travailler avec vous qu'avec une autre. Alors pour préparer sa proposition commerciale au niveau du contenant, je trouve que c'est hyper important. Alors après c'est de ma formation. C'est évident que pour moi l'esthétique a une importance capitale et dans l'esthétique je dis pas forcément la maîtrise d'outils de design, c'est pas du tout ça, mais en gros c'est la lisibilité et la transmission des informations aux clients et garder à peu près une unité visuelle dans ce qu'on propose. Je dis pas qu'il faut avoir fait les beaux-arts pour savoir faire une propale, mais alors pas du tout, mais là par exemple je pense que mes slides sont pas trop moches. Vous voyez que ça va pas chercher loin. Voilà, ma propos commerciale, elle est un peu comme ça aussi. Je vous la montrerai après de toute façon. Moi, je mets en page sous InDesign parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dessus.
De temps en temps sous XD, parce que je trouve que l'outil, je l'utilise de plus en plus pour prototyper et je suis assez à l'aise dessus. Alors vous pouvez tout à fait les faire sous Keynote, comme là j'ai fait, ou un PowerPoint, ou encore même un Google Docs ou un Word. À partir du moment où vous arrivez à intégrer une en-tête, un pied de page, où vous restez uniforme dans vos titres, sous-titres, l'outil importe peu, je pense vraiment. C'est suivant vos facilités et puis la possibilité de le réutiliser derrière facilement. En termes de visuel, enfin de graphisme, je vous conseille de rester donc fidèle à votre charte ou à votre logo si vous en avez un. Ça permet aussi de laisser une image chez le prospect de votre façon de communiquer. Je vous ai noté des noms de banques d'images qui sont libres de droit et gratuites, donc les deux. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de les utiliser librement. De temps en temps, je mets une photo en couverture. Enfin voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise dans tout ce qui est infographie, peut-être essayez de mettre une photo. Mais après, ça c'est libre à vous. Intégrer des visuels ou des infographies pour expliquer par exemple votre méthode ou votre métier. Moi, je sais que dans l'UX, ça dépend. Romina, je sais pas si t'as les mêmes clients que moi, mais en tout cas, des fois les gens veulent de l'UX mais ne savent pas trop ce que c'est. Donc je fais un petit aparté sur l'UX et j'en profite pour mettre des schémas dedans. Dès que j'ai besoin de produire des visuels rapidement, j'utilise Canva. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas c'est gratuit pour la plupart des visuels et l'outil est assez rapide à prendre en main. Vous pouvez aussi ajouter des pictos selon vos méthodes. Alors si on prend pour le design thinking, je sais pas s'il y a de l'idéation, vous pouvez mettre un petit picto qui va bien. En fait, ça permet de rythmer la lecture de votre prospect, parce qu'en général, les propositions commerciales sont pas sur 3 pages. Ça peut être un peu long, donc n'hésitez pas à le guider, avec ce type de visuel. Je vous ai noté des liens de banques d'icônes gratuites que vous pouvez récupérer aussi. Donc ça, vous téléchargez et vous pouvez les intégrer, copier-coller dans vos documents. Il n'y a pas de problème de compatibilité. Ensuite, par rapport à la mise en page, hiérarchiser ces textes, c'est hyper important. Titres, sous-titres, mettre certains éléments en gras, toujours des paragraphes courts, des phrases courtes, mise en avant par des couleurs, passer une partie du texte en couleur ou mettre un souligné de couleur par exemple. Là, je vous ai mis légende citation, ça veut dire qu'il y a certaines parties que vous pouvez mettre en avant. Dans Word, je crois, on peut sélectionner une mise en page de texte qui s'appelle citation. Ça permet de mettre en exergue un élément qu'on voudrait plus faire voir au client. Et ça, je pense que c'est important parce que s'il lit, 5 propositions commerciales pour la même chose, la personne, elle va avoir envie de retrouver les éléments rapidement après. Et en tout cas, de pas se retrouver devant un document indigeste avec trop de texte ou trop de pâté de texte. Voilà. Après, par rapport au contenu. Donc le contenu, moi je prépare toujours une page de garde qui est composée de mon logo, mes coordonnées professionnelles et mon contact. Et ensuite, je mets un sommaire pour que la personne puisse retrouver rapidement la partie qui l'intéresse. Par défaut, on dit qu'on évite d'aller au-delà de 12 pages sur une proposition commerciale parce qu'après ça devient un peu difficile de garder le prospect sur sa proposition. Après, moi je suis d'avis à vraiment aérer sa proposition et à ne pas surcharger. Donc ça m'arrive de temps en temps quand même de dépasser les 12 pages et d'être plutôt sur du 16 pages. Mais je pense que si c'est aéré, ça choque pas. Voilà. Enfin, après, vous me direz si vous en faites ce que vous faites. Après, la dernière fois, j'ai une personne, elle faisait des propositions de plus de 30 pages. Alors, je sais pas à quoi elle ressemblait, hein, donc si effectivement c'est genre taper en mode Word, tout à la suite, c'est pas idéal. Mais faut voir, vraiment. Par rapport je fais toujours une introduction, donc dans laquelle je reprends le projet de mon client, la problématique, je dis client ou prospect, hein, je mets
au même endroit pour l'instant. Donc le contexte. Donc je reprends le contexte client et là je vous mets un petit peu la petite phrase que je réutilise. Par exemple, bah voilà, vous souhaitez être accompagné dans la refonte de votre application mobile. Pour cela, vous cherchez à être accompagné par une agence, voilà, à peu près comme ça. Ensuite, je reprends son besoin ou sa problématique. Donc votre demande concerne, voilà, peu importe le sujet. Et ma réponse, donc votre réponse dans ce cas-là. Dans le cadre de votre projet, nous vous proposons de vous accompagner dans, et là j'énumère les actions que je vais mettre en place. Et la dernière fois on m'a demandé si j'utilisais je ou si j'utilisais nous, par exemple, donc ce serait dans le cadre de votre projet, je vous propose ou nous vous proposons. C'était un sujet que je me suis posé pendant très très longtemps dans mes sites. Une fois je mettais vous, une fois que j'en refaisais, enfin je mettais nous, comme si j'étais plusieurs, ça fait un peu schizo. Et des fois, je remettais je changeais à chaque refonte de site. Un coup, je mettais nous, un coup, je mettais je. Et là, en début d'année, je me suis dit, maintenant, c'est bon, je suis freelance, donc je suis toute seule, donc je mets je. Voilà, je n'en discute plus, c'est acté pour moi. Et dans mes propositions commerciales, c'est je, et sur mon site, c'est je. Après, c'est, voilà, à vous de voir, mais moi, maintenant, je suis sûre de ça. Ensuite, je décris ma méthodologie. Donc je fais un listing de ce que je vais mettre en place, donc je présente ma méthodologie, comment je travaille, j'apporte des preuves de mon travail quand je suis dans du conseil et de l'accompagnement, justement côté UX et côté retour sur investissement. Je mets toujours des statistiques pour conforter le prospect, pour qu'il se rende compte que le travail que je mets en place paye. Et donc comme on a vu avant des schémas ou des infographies, et si possible, on évite le jargon parce que les personnes à qui on s'adresse ne sont pas tout le temps celles qui sont calées sur le métier qu'on exerce. Et si c'est pas possible, au mieux de mettre un petit lexique pour que la personne n'ait pas à aller chercher chaque mot ou en tout cas se sente perdue dans la lecture de la proposition. Ensuite, vous pouvez mettre vos références. Ça c'est important. Si c'est pas déjà un client que vous avez, mais qu'on est en mode prospect, présentez. Donc là j'ai mis des références en rapport avec la demande du prospect. Ça sert à rien s'il souhaite refaire son site de lui présenter des logos. Clairement. En plus comme on a dit, on va essayer de pas faire un pavé. Donc voilà. Ou alors un cas client ou une référence, mais en tout cas peut-être quelque chose qui lui parle. Et pour lequel vous pouvez échanger avec lui d'ailleurs par la suite. J'ai mis décrivez le avant-après, ça c'est si vous faites une étude de cas. Vous pouvez ajouter votre CV si le client ne vous connaît pas encore, ou alors si c'est une proposition d'agence ou alors une proposition d'entreprise où vous êtes plusieurs sur la prestation, vous joignez les CV des intervenants. Voilà, ça peut être toujours bien pour que les gens lisent sous la main et ça conforte encore vos expertises. Donc mon rétro-planning, moi je le mets sous cette forme-là, donc il est assez sommaire, en gros il représente le temps qu'il va me falloir à moi pour exercer ce que je vends aux clients. Donc c'est pas du tout de dire on commence le 15 avril, on finit le 15 mai, alors ça pas du tout, parce qu'à partir du moment où la proposition commerciale part, elle n'est pas encore signée. Et moi, je peux pas, je sais pas combien de temps la personne va mettre à me valider cette proposition et à démarrer. Donc, en gros, c'est le nombre de jours dont moi j'ai besoin pour, en gros, faire le travail. Donc ça, c'est le type de rétro-planning que je peux joindre donc à ma proposition commerciale. Vous voyez, c'est hyper simple. Là, c'est fait sous XD. Mais après, vous feriez des carrés sous Word que ça marcherait aussi. L'important, c'est que la personne puisse se rendre compte du travail et qu'elle voit après effectivement le nombre de jours qu'on lui vend en accompagnement. Ensuite, l'estimation budgétaire. Une fois que j'ai fait tout ça, bien entendu, il faut parler de l'argent, de combien ça va leur coûter. Donc, dans ma partie estimation budgétaire, je note sous forme de liste tout ce que je vais faire, mais genre, je reprends le titre et ensuite une phrase. Je note mon TJ. Je note quel livrable va y avoir à quel moment.
Et ensuite, les conditions de réalisation. Est-ce qu'on est en remote? Est-ce que c'est des ateliers? Est-ce que c'est sur place? Comme ça, la personne a déjà un peu une idée du plan que je souhaite mettre en place. Et ben voilà, c'est fini. Texte, comme je vous disais, ce que la personne souhaite mettre en place, le besoin, la problématique. Donc on reprend un peu pour être sûr qu'on a bien cerné sa demande. Et ensuite, comment on y répond. Alors là, j'ai mis nous, parce que c'est pour vous. Et autrement, comme j'ai dit, je mets je. Je mets ma réponse. Mon expertise, sans accent à E, j'ai déjà vu l'autre fois, mais je ne l'ai pas enlevé. Je m'en sers que pour la présenter en visio, celle-là, donc je ne m'en sers pas. Donc là, ça concerne mon expertise, c'était donc sur l'UX, donc l'expérience utilisateur. J'avais fait une définition de ce qu'est l'UX, j'avais repris ce schéma-là. Pareil, ça tenait à peu près sur 2 pages. Mes statistiques, qui correspondent bien entendu au sujet du client. Si on est sur la création d'un site internet, je lui mets des stats de site internet. Si c'est pas le cas, je lui en trouve d'autres. S'il y en a pas et s'il n'y a pas d'intérêt à en mettre, n'en mettez pas. L'idée c'est vraiment de jouer un peu sur son côté psychologique et de se dire ah ouais, en fait ce qu'elle vend, ça fonctionne. Forcément. C'est mon côté commercial, faut que ça marche. Ma méthodologie, au début j'ai une page, j'ai fait avec le visuel là, avec les bulles, c'est dans Illustrator que j'ai monté ça. Mais je pense que tu peux le faire avec autre chose. Ensuite, la méthodologie, j'ai une page sur laquelle je vais reprendre un récap de tout ce que je vais mettre en place. Donc comme dit, première partie, on peut dire audit de vos services. Donc qu'est-ce que je fais dans l'audit, benchmark, je détaille. Ensuite, je reprends mes différentes parties. Donc partie 1, audit de vos services. À quoi sert un audit, pourquoi je le fais. Action 1, je vais benchmarker les sites que vous m'avez demandé de vérifier. Enfin voilà, on détaille suivant vos métiers. Donc c'est les différents, le nombre, enfin voilà, ça diffère selon le nombre de parties qu'on peut mettre. Ça peut prendre plusieurs pages quand même. Moi, en général, j'ai une page par partie. Mes références, là, je vous les ai mises tout vite fait pour que, voilà, vous voyez qu'il y a des références dedans. Donc, comme je vous ai dit, soit des visuels, soit une étude de cas s'il n'y a pas trop de références en rapport, mais peut-être juste une seule. Autant en mettre une qui correspond bien et qui est cohérente plutôt que d'en mettre plein qui le conforte pas vraiment. Donc là, voilà, je vous en ai mis 2. Un CV. Donc le CV, il est intégré tel quel, voilà, sur une page. Ça permet de rentrer plus en détail sur ce que vous faites. Ma partie budgétaire, donc elle ressemble à ça, avec le TJ en haut. Ensuite, parce que justement, comme on parlait des devis à tiroir, je trouve que c'est important de noter le TJ parce que suivant ce que le client souhaite mettre en place, même si partie 1, 2, 3, nous, on préconise ce qui est le mieux pour le client, il va pas forcément tout prendre. Parce qu'il a peut-être pas forcément le budget ou pas forcément le besoin tout de suite. En mettant le TJ et les jours prévus d'intervention, il peut savoir s'il veut pas tout, de se dire finalement j'ai besoin de 4 jours, ça me coûte tant. Donc je renote ce que je fais. Alors c'est beaucoup de récap, mais je pars du principe qu'il a peut-être pas envie de retourner dedans tout lire. Et je fais un petit encart dans lequel je note la partie comment ça se passe. Et je liste mes livrables. Par exemple, un atelier, qu'est-ce qu'on a fait l'autre fois, un atelier de persona. Donc ça s'est passé en atelier et les livrables, ils repartent avec la maquette de, 5 personas, par exemple. Et ensuite, je note le nombre de jours. Donc après, s'ils sont un peu doués, ils font X jours par X prix en haut et ils savent combien ça leur coûte.